J'ai été mis à la porte, parce qu'ils me soupçonnaient d'avoir volé l'alliance de ma sœur. Mais elle n'avait jamais quitté la maison, et ils ne l'ont retrouvée que 3 ans plus tard. C'est bien trop tard pour des retrouvailles familiales maintenant. Je n'aurais jamais imaginé devoir raconter cette histoire, mais on y va. Je m'appelle Elliot, j'ai 26 ans. Il y a 3 ans, ma vie a été complètement bouleversée par une fausse accusation, lancée par ma grande sœur, Gemma, qui a 29 ans. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio, avec mes parents, John, 55 ans, et Lisa, 53 ans, ainsi que ma sœur, Gemma. Nous vivions dans une modeste maison à 2 étages, que mes parents avaient achetée lors de leur mariage. Ce n'était pas luxueux, mais c'était notre foyer. Mon père travaillait comme professeur de mathématiques au lycée, et ma mère était infirmière à l'hôpital local. Ils n'étaient pas riches, mais ils s'assuraient que nous ne manquions de rien en grandissant. Gemma et moi étions très proches. Nous passions des heures à jouer dans notre jardin, à grimper dans le vieux chêne, et à inventer des jeux compliqués. Elle était toujours la meneuse, inventant les règles et les scénarios, tandis que je me contentais de la suivre. En grandissant, cependant, les choses ont commencé à changer. Gemma a toujours été une élève brillante. Elle était première de sa classe, capitaine de l'équipe de débat, et semblait exceller dans tout ce qu'elle entreprenait. En revanche, j'étais beaucoup plus détendu. J'avais des notes correctes à l'école, mais je n'ai jamais été aussi motivé que Gemma. À l'approche de l'adolescence, cette différence a commencé à éroder notre relation. Au moment où Gemma est partie pour l'université, nous nous étions éloignés. Elle a intégré une université prestigieuse grâce à une bourse, tandis que je suis resté dans le coin, pour fréquenter le collège communautaire, Community College. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, alors j'ai suivi divers cours pour essayer de le découvrir. Après avoir obtenu son diplôme, Gemma a déménagé en ville, et a commencé à travailler dans une grande agence de marketing. Elle rentrait à la maison pour les vacances et parfois le week-end, pleine d'histoires sur sa vie fascinante, et sa brillante carrière. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir inférieur. En comparaison, je vivais encore chez mes parents, je travaillais à temps partiel à l'épicerie du quartier, et j'essayais de trouver ma voie. Malgré nos différences, j'ai toujours cru que Gemma et moi nous entendions bien. Nous n'étions plus aussi proches qu'avant, mais je pensais que c'était simplement dû au fait de grandir. Je n'avais aucune idée de la vitesse à laquelle tout pouvait s'effondrer. Gemma et son petit ami, Tom, 31 ans, se sont fiancés il y a 3 ans. Ils sortaient ensemble depuis 2 ans, et tout le monde était aux anges. Tom était un avocat issu d'une famille aisée, et mes parents l'idolâtraient. Il l'a demandé en mariage avec une magnifique bague en diamant, qui appartenait à sa famille depuis des générations. Gemma était folle de joie, et ne pouvait s'empêcher de la montrer à tout le monde. La fête de fiançailles fut un grand événement. Mes parents avaient invité ce qui semblait être la ville entière chez nous, pour célébrer. Je me souviens m'être senti un peu à l'écart, parmi les gens riches que Gemma et Tom avaient invités de la ville. Je suis resté près de mes vieux amis du lycée qui étaient encore en ville, me sentant plus à l'aise avec eux, qu'avec le groupe sophistiqué de Gemma. Un mois après les fiançailles, ce fut la descente aux enfers. C'était un mardi après-midi, et j'avais mon jour de congé. J'étais dans ma chambre, à jouer aux jeux vidéo, en profitant du calme de la maison. Gemma était en visite pour une semaine, ayant pris des congés pour commencer à organiser le mariage avec notre mère. J'ai entendu Gemma rentrer d'une séance de shopping avec maman. Elle discutait et riait en bas. Je n'y ai pas prêté plus d'attention, et je suis retourné à mon jeu. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu Gemma hurler. J'ai couru en bas pour voir ce qui se passait, et elle m'a accusé d'avoir pris sa bague de fiançailles. Elle a expliqué qu'elle l'avait enlevée pour faire la vaisselle, et qu'elle l'avait laissée sur le comptoir de la cuisine. Quand elle est revenue pour la récupérer, elle avait disparu. J'étais abasourdi, et j'ai immédiatement nié l'avoir prise. Mais Gemma a refusé de m'écouter. Elle n'arrêtait pas de crier que j'étais la seule autre personne dans la maison, donc que ça devait forcément être moi. Elle a mentionné que j'avais toujours été jaloux de sa réussite, et que je voulais probablement vendre la bague, pour pouvoir enfin déménager et faire quelque chose de ma vie. Nos parents sont rentrés au milieu du chaos, et Gemma leur a raconté sa version des faits. À ma grande horreur, ils l'ont cru sur parole. Ma mère a commencé à pleurer, me demandant comment j'avais pu faire une chose pareille à ma propre sœur. Mon père, lui, m'a simplement regardé avec de la déception dans les yeux. Ils ont commencé à fouiller ma chambre, et ont tout retourné.
Ils n'ont pas trouvé la bague, mais ils ont découvert de l'argent que j'avais économisé, grâce à mon travail au supermarché. Ce n'était pas grand-chose, peut-être quelques centaines d'euros, mais Gemma a tout de suite sauté sur l'occasion, affirmant que j'avais dû vendre la bague, et que l'argent venait de là. J'ai essayé d'expliquer que j'économisais depuis des mois, et que j'envisageais de prendre des cours au collège communautaire du coin, mais personne ne m'a écouté. Les quelques jours qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Mes parents et Gemma m'ont constamment mis la pression pour que j'avoue, et que je rende la bague. Ils ont menacé de contacter la police si je ne disais pas la vérité. J'avais peur, et je me sentais complètement seul. Personne dans ma famille ne me croyait, et j'étais traité comme un criminel dans ma propre maison. J'ai essayé de contacter plusieurs de mes amis, mais la majorité d'entre eux avaient déménagé après le lycée. Les rares qui restaient en ville semblaient peu disposés à s'impliquer dans un conflit familial. Je me suis senti plus seul que jamais. Après une semaine d'accusations et de menaces incessantes, mes parents ont pris une décision qui allait changer ma vie à tout jamais. Ils m'ont dit que je devais partir. Ils ont affirmé qu'ils ne pouvaient plus me faire confiance, et que je faisais honte à la famille. Ils m'ont donné 2 jours pour faire mes affaires et partir. J'étais anéanti. Je n'avais nulle part où aller, et je ne savais pas quoi faire. Mon meilleur ami du lycée, Ryan, 26 ans, qui venait de rentrer en ville après avoir servi dans l'armée, m'a proposé de dormir sur son canapé pendant un temps. Mais je savais que je ne pourrais pas y rester longtemps. Son appartement était petit, et il essayait lui-même de se remettre sur pied. J'ai mis tout ce que je pouvais dans un sac à dos et un vieux sac de sport, y compris des vêtements, des livres, mon ordinateur portable, et quelques souvenirs d'époques plus heureuses. En partant, j'ai remarqué que Gemma m'observait depuis la fenêtre de son ancienne chambre. J'ai cru apercevoir une lueur de doute dans ses yeux, mais elle a rapidement détourné le regard. Quitter cette maison, la seule que j'ai jamais connue, a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Je me suis senti trahi et abandonné, par ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Le plus triste dans tout ça, c'est que je n'avais rien fait de mal. Pendant les 2 mois suivants, j'ai alterné entre le canapé de Ryan, et des motels bon marché, quand je pouvais me les offrir. J'ai accepté tous les petits boulots que je pouvais trouver pour joindre les 2 bouts. J'ai travaillé comme plongeur, promeneur de chiens, et j'ai même passé quelques semaines sur un chantier de construction. C'était un défi, mais j'étais déterminé à prouver mon innocence, et à réussir par moi-même. Finalement, j'ai décroché un emploi stable dans un entrepôt, à la périphérie de la ville. Le travail était dur, les heures étaient longues, mais le salaire était régulier. Le salaire n'était pas spectaculaire, mais il m'a permis de louer une modeste chambre, dans une maison en colocation avec d'autres employés de l'entrepôt. J'ai peu à peu commencé à reconstruire ma vie, mais la douleur de ce qui s'était passé ne disparaissait jamais. Je restais éveillé la nuit, ressassant les événements dans ma tête, et me demandant comment tout avait pu tourner aussi mal. Comment ma famille avait-elle pu se retourner contre moi si rapidement? Comment Gemma, qui avait grandi avec moi, et me connaissait mieux que quiconque, pouvait-elle croire que je ferais une chose pareille? J'ai coupé toute communication avec ma famille. Ils ont essayé de me contacter à plusieurs reprises au début. Ma mère laissait des messages vocaux déchirants, me suppliant de rentrer à la maison et d'arranger les choses. Mon père a envoyé quelques SMS, indiquant que nous devions discuter. Gemma s'est bien présentée à l'entrepôt une fois, mais j'ai refusé de la voir. Je ne pouvais pas supporter de leur parler après ce qu'ils m'avaient fait. Ils n'étaient plus ma famille. Pendant 3 ans, c'est ainsi que j'ai vécu. Je me suis fait de nouveaux amis au travail, et dans ma colocation. Nous sortions après nos services, buvions des bières, et regardions des matchs. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée pour moi, mais c'était la mienne, et je l'avais créée de toutes pièces. J'ai travaillé dur, et j'ai même été promu superviseur d'équipe à l'entrepôt. J'ai commencé à suivre des cours en ligne pour apprendre la gestion d'entreprise. Je découvrais lentement ce que je voulais accomplir dans ma vie. Mais, il y avait toujours une part de moi qui était indignée, et blessée par ce qui s'était passé. Mon ancienne vie et ma famille me manquaient, mais je ne pouvais pas leur pardonner de ne pas m'avoir cru. Chaque période de fête était difficile. Quand je voyais des familles faire leurs courses ensemble, ou quand j'entendais des musiques de Noël, je ressentais une profonde tristesse pour ce que j'avais perdu. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu un email inattendu de mon père. L'objet disait simplement « Il faut qu'on parle ». Le message était bref, indiquant qu'il devait me voir immédiatement,
et que cela concernait l'incident de la bague. Au début, j'ai été tenté de l'ignorer, comme je l'avais fait avec toutes leurs précédentes tentatives pour me joindre. Mais quelque chose m'a fait hésiter. C'était peut-être de la curiosité, ou peut-être qu'une petite partie de moi voulait encore tourner la page. Après avoir débattu avec moi-même pendant des heures, j'ai décidé de les écouter. J'ai appelé mon père, et ce qu'il a dit m'a laissé sans voix, la bague avait été retrouvée. Gemma l'avait accidentellement fait tomber dans le broyeur à déchets, en faisant la vaisselle. Elle ne s'en est rendue compte qu'il y a quelques jours, lorsque le broyeur a commencé à faire des bruits bizarres, et qu'ils ont appelé un plombier pour l'inspecter. Mon père a raconté que Gemma s'était effondrée, en comprenant ce qui s'était passé, et en réalisant que j'avais dit la vérité depuis le début. Il a déclaré qu'ils se sentaient tous terriblement mal pour ce qu'ils m'avaient fait, et qu'ils voulaient réparer leurs erreurs. J'ai raccroché le téléphone, submergé par un tourbillon d'émotions. D'un côté, je me sentais réhabilité. J'avais toujours dit la vérité, et maintenant tout le monde le savait. Cependant, j'étais en colère. J'étais scandalisé qu'il ait fallu 3 ans pour découvrir la vérité. Scandalisé d'avoir perdu tant de temps loin de ma famille, et de m'être battu tout seul pendant si longtemps, alors que je n'avais rien fait de mal. Maintenant, je suis à la croisée des chemins. Ma famille veut que je rentre à la maison, et ils jurent vouloir tout arranger. Gemma n'arrête pas d'appeler et d'envoyer des messages, en implorant mon pardon. Mais je ne suis pas certain de pouvoir leur pardonner. Ils m'ont mis à la porte sans la moindre hésitation, ont choisi de penser le pire de moi, et m'ont laissé me débrouiller seul pendant 3 ans. Une partie de moi a envie de les envoyer tous au diable, et de les laisser croupir avec la honte de ce qu'ils m'ont fait. Mais une autre partie de moi regrette mon ancienne vie, et se demande s'il y a un moyen de reconstruire ce que nous avons perdu. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je leur donner l'opportunité de se racheter, ou dois-je continuer à vivre la vie que je me suis construite sans eux? Je suis déchiré, et j'apprécierais vraiment d'avoir un avis extérieur sur toute cette situation. Cela fait 1 semaine depuis mon dernier message, et il s'est passé beaucoup de choses. J'aimerais remercier tout le monde pour vos conseils et votre soutien. Ça m'a vraiment aidé à traverser mes émotions, et à comprendre ce que je devais faire. Après de longues réflexions, j'ai choisi de rencontrer ma famille. J'ai estimé que je me devais de les affronter pour tourner la page, même si je n'étais pas convaincu par l'idée d'une réconciliation. Nous avons décidé de nous retrouver en terrain neutre, un petit café modeste, dans la ville voisine. Je l'ai choisi car c'était assez éloigné de notre ville natale, pour éviter de croiser des gens que nous connaissions, tout en restant assez proche pour que tout le monde s'y rende sans trop d'efforts. J'étais très nerveux le jour de la rencontre. Je n'avais pas vu ma famille depuis 3 ans, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis arrivé tôt au café, et j'ai choisi une table dans un coin, où nous pourrions avoir un peu d'intimité. Quand ils sont entrés, ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Les revoir après 3 ans était intense. Ma mère a éclaté en sanglots à l'instant où elle m'a vu. Elle paraissait plus âgée que dans mes souvenirs, avec plus de cheveux gris, et des rides autour des yeux. Mon père semblait usé et fatigué, les épaules affaissées, comme s'il portait un poids énorme. Gemma n'arrivait pas à me regarder dans les yeux au début. Elle m'a semblé plus petite, et moins sûre d'elle que la sœur dont je me souvenais. Nous nous sommes assis, et pendant un moment, personne ne savait quoi dire. Puis, ils ont tous commencé à parler en même temps, déversant une pluie d'excuses. Mes parents ont avoué avoir échoué dans leur rôle, en ne me faisant pas confiance, et en me jetant à la rue. Ils ont admis avoir regretté leur décision chaque jour depuis lors, mais la fierté et la honte les avaient empêchés de me contacter plus tôt. Mon père, qui a toujours été un homme de peu de mots, a parlé pendant des heures. Il m'a raconté comment il avait repassé ses journées en boucle dans sa tête, essayant de comprendre comment il avait pu être aussi aveugle. Il a expliqué qu'il s'était toujours fait une fierté d'être juste et raisonnable, mais que l'émotion avait obscurci son jugement, au moment où ça comptait le plus. Ma mère, à travers ses larmes, m'a confié qu'elle avait gardé ma chambre exactement comme je l'avais laissée, espérant qu'un jour je reviendrais. Elle m'a dit qu'elle se réveillait au milieu de la nuit, croyant m'entendre rentrer, pour ensuite réaliser la dure réalité. Gemma a fondu en larmes, déclarant qu'elle ne se pardonnerait jamais de m'avoir accusé, et d'avoir ruiné notre relation. Elle a évoqué le fait qu'elle m'avait toujours admiré quand nous étions enfants, même si j'étais plus jeune. Elle a reconnu qu'elle avait été tellement préoccupée par sa propre vie et ses problèmes, qu'elle avait perdu de vue l'essentiel. Pendant qu'il parlait, des souvenirs de notre enfance ont ressurgi.
Je me suis rappelé comment Gemma prenait ma défense quand je me faisais harceler au collège. J'ai repensé à toutes les fois où nous avions ri ensemble, partagé des secrets, et nous étions soutenus dans les moments difficiles. Cela rendait la trahison encore plus douloureuse, mais cela me rappelait aussi les moments fantastiques que nous avions vécus. J'ai entendu tout ce qu'ils ont dit, mais je n'ai pas pu me résoudre à leur pardonner pour le moment. L'angoisse et le ressentiment des 3 dernières années étaient encore trop vifs. Je leur ai expliqué que j'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Ils ont semblé comprendre, et n'ont pas insisté davantage. Ma mère a voulu me serrer dans ses bras avant notre départ, mais j'ai reculé. Je n'étais pas encore prêt pour ce niveau de proximité. Le regard blessé sur son visage a failli me faire changer d'avis, mais je suis resté ferme. J'avais besoin de me protéger sur le plan émotionnel. Après la rencontre, je suis rentré dans mon appartement, et j'ai longuement réfléchi à ce que je voulais. Avais-je envie de retourner à ma vie d'avant? Pourrais-je un jour leur faire à nouveau confiance? Cela valait-il la peine d'essayer de réparer notre relation? J'ai réalisé que, même si le fait d'avoir une famille me manquait, j'avais aussi énormément évolué au cours des 3 dernières années. J'étais devenu indépendant, résilient, et je m'étais construit une vie à partir de rien. Je n'étais plus la même personne qu'ils avaient chassée, 3 ans plus tôt. J'ai repensé à mon travail à l'entrepôt, à mes études en ligne, et aux amis que je m'étais fait. J'avais travaillé dur pour arriver là où j'en étais, et j'étais fier de ce que j'avais accompli par moi-même. L'idée d'abandonner tout cela pour retourner à mon ancienne vie me semblait terrible. En même temps, je ne pouvais pas nier que le fait de revoir ma famille avait éveillé une multitude de sentiments. Malgré tout, je les aimais toujours, et ils me manquaient. Je me suis demandé s'il m'était possible d'entretenir une relation avec eux, tout en préservant mon indépendance. Après quelques jours de réflexion, j'ai pris ma décision. J'ai appelé mes parents, et je leur ai expliqué que, bien que j'apprécie leurs excuses, je n'étais pas encore prêt à me réconcilier totalement. Je les ai informés que j'avais besoin de plus de temps, et d'espace pour guérir. J'ai également posé certaines limites. J'ai précisé que j'étais prêt à maintenir un contact minime avec eux, mais que je ne retournerais pas à la maison, ni ne ferais semblant de rien. Je leur ai dit que si nous devions garder un lien, cela devait se faire selon mes propres conditions. Ils ont exprimé leur déception, mais ont répondu qu'ils comprenaient. Ils ont promis de respecter mes limites, et de m'accorder le temps dont j'avais besoin. Ma mère m'a demandé si elle pouvait m'appeler une fois par semaine pour prendre de mes nouvelles, et j'ai accepté, en me disant que ce serait une bonne approche pour rétablir la confiance, de façon progressive. Quant à Gemma, j'ai décidé de garder mes distances pour le moment. Ce sont ces actes qui m'avaient le plus affecté, et je n'étais pas encore prêt à lui accorder mon pardon. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps, avant de pouvoir envisager d'avoir une nouvelle relation avec elle. Elle était bouleversée, mais m'a expliqué qu'elle comprenait, et qu'elle attendrait que je sois prêt. C'est une semaine difficile qui s'achève, marquée par de nombreux hauts et bas émotionnels. Il y a eu des moments où j'ai remis ma décision en question, me demandant si j'étais trop dur, ou si je laissais passer une chance de retrouver ma famille. Mais ensuite, je me rappelle la rapidité avec laquelle ils se sont ligués contre moi, et je réalise que je fais bien de prendre mon temps. J'ai également commencé à me renseigner sur les possibilités de suivre une thérapie. Beaucoup d'entre vous me l'ont suggéré dans les commentaires, et je pense qu'il me serait utile de parler à un professionnel, pour m'aider à naviguer dans cette situation délicate. Je n'ai jamais suivi de thérapie auparavant, donc je suis un peu nerveux, mais je crois que cela pourrait m'être bénéfique. Pour l'instant, je me concentre principalement sur mon travail et mes études. J'ai un projet énorme qui arrive au boulot, et je suis bien déterminé à ne pas laisser tout ce drame familial me détourner de mes objectifs. J'envisage également de déménager pour un meilleur appartement. J'ai fait des économies, et je pense être prêt à avoir mon propre chez moi, sans colocataire. Merci encore pour votre soutien. C'est réconfortant de savoir qu'il y a des gens pour comprendre et compatir, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je posterai une nouvelle mise à jour, si la situation évolue de manière significative. Cela fait presque un mois depuis ma dernière mise à jour, et j'aimerais partager quelques évolutions avec vous. J'ai continué à respecter les limites que j'ai fixées avec ma famille. Nous avons échangé quelques appels téléphoniques et messages, mais rien de très intense. Ça s'est bien passé. C'était parfois un peu maladroit, mais pas aussi douloureux que je le craignais. Mes parents ont majoritairement respecté mes souhaits. Ils prennent de mes nouvelles de temps en temps, mais n'en demandent pas plus que ce que je suis disposé à offrir.
Je vois bien qu'ils font de gros efforts pour rebâtir la confiance, mais c'est un processus très lent. Ma mère m'appelle une fois par semaine, comme convenu. Au début, ces appels étaient tendus, marqués par de longs silences, mais ils deviennent peu à peu plus fluides. En général, nous abordons des sujets neutres, comme son travail à l'hôpital, la météo, ou mes cours en ligne. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Mon père m'envoie de courts emails, le plus souvent simplement pour prendre de mes nouvelles, ou partager quelque chose qui pourrait m'intéresser. La semaine dernière, il m'a fait suivre un article sur une nouvelle entreprise qui s'installe dans notre ville natale. C'était un petit geste, mais cela m'a rappelé comment il découpait des articles de journaux pour moi, quand j'étais plus jeune. Gemma a eu plus de mal à accepter la barrière que j'avais dressée entre nous. Elle m'a envoyé plusieurs longs messages remplis d'émotions, s'excusant et me suppliant de lui donner l'occasion d'arranger les choses. J'ai répondu de manière brève, en déclarant simplement que j'avais besoin de plus de temps. C'est difficile, mais je reste ferme sur ce point. Je sais qu'elle souffre, mais je ne suis pas prêt à gérer ses sentiments, en plus des miens. La grande nouvelle, c'est que j'ai commencé une thérapie. J'ai trouvé une conseillère spécialisée dans les traumatismes familiaux, et nous avons eu quelques séances jusqu'à présent. Il a été douloureux de raviver tout ce chagrin du passé, mais je crois sincèrement que cela m'aide. Ma thérapeute m'accompagne pour surmonter ma colère et mes problèmes de confiance. Elle me donne également des stratégies pour établir des limites saines. Lors de notre dernière séance, nous avons discuté du fait que l'incident de la bague n'était pas seulement une simple accusation. C'était aussi le point culminant d'années passées à avoir l'impression de ne pas être à la hauteur des réussites de Gemma. Cela m'a fait prendre conscience qu'il y avait des problèmes dans notre dynamique familiale, bien avant l'incident de la bague, et que, pour guérir, il faudra aussi aborder ces aspects-là. L'une des conséquences inattendues de toute cette histoire, c'est que je me suis rapproché de mes amis, et tout particulièrement de Ryan. Ils ont été d'un immense soutien tout au long de cette épreuve. Ryan m'a même proposé de m'accompagner à toute éventuelle rencontre familiale, pour m'offrir un soutien moral. Cela m'a appris que la famille ne se limite pas aux liens du sang, ce sont les personnes qui vous soutiennent quand la situation devient difficile. Le travail a été une distraction bienvenue. Je me suis investi à fond dans ma carrière, et j'ai même reçu une petite promotion. Je suis désormais responsable de la gestion des stocks pour mon équipe, ce qui implique des responsabilités supplémentaires, et une légère augmentation de salaire. C'est agréable d'avoir quelque chose de positif sur quoi se concentrer. En ce qui concerne ma situation de logement, j'ai décidé de rester là où je suis pour le moment. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi, et cela symbolise cette indépendance pour laquelle j'ai tant travaillé. Mes parents m'ont proposé de m'aider à trouver un meilleur endroit, mais j'ai refusé. Je dois le faire par moi-même. Cependant, j'ai commencé à examiner très sérieusement mes options pour poursuivre mes études. Une université publique, située à environ 1 heure de route, propose des cours du soir. J'envisage de m'inscrire à leur programme de commerce. Ce serait un grand pas en avant, mais je me sens prêt. Dans l'ensemble, je prends les choses un jour à la fois. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Il y a des moments où je pleure la facilité de nos relations familiales d'antan, mais je me rappelle ensuite à quelle vitesse ils se sont retournés contre moi, et je réalise que je ne peux pas précipiter le processus. Ma thérapeute pense qu'il est normal d'avoir des sentiments contradictoires sur toute cette affaire. Elle m'encourage à être indulgent avec moi-même, et à ne pas me sentir obligé de pardonner avant d'être prêt. Nous travaillons sur des techniques pour gérer les futures réunions de famille et les fêtes de fin d'année, qui m'angoissent bien plus que je ne voudrais l'admettre. Pour l'instant, mes priorités sont de guérir, et de me construire une vie dont je puisse être fier, avec ou sans ma famille. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je suis optimiste quant à l'avenir. J'apprends qu'il est tout à fait acceptable de faire passer mes propres besoins en premier, et que poser des limites ne fait pas de moi une mauvaise personne. Merci pour votre soutien continu. Vos commentaires et vos messages m'ont donné de la force tout au long de ce processus. C'est réconfortant de savoir que je ne suis pas le seul à devoir faire face à des problèmes familiaux de ce genre. Cela fait 6 mois depuis mon message initial, alors j'ai pensé qu'il était temps de faire une dernière mise à jour. Beaucoup de choses ont changé au cours des derniers mois. La plus grande nouvelle, c'est que j'ai décidé de déménager, pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle. C'est une avancée significative dans ma carrière, et j'ai hâte de découvrir ces nouvelles perspectives. Le poste est dans une entreprise de logistique, et le travail est assez similaire à ce que je faisais à l'entrepôt, mais à une bien plus grande échelle.
C'est un poste de direction, un objectif vers lequel je travaille depuis un moment. Le salaire est nettement supérieur à ce que je gagnais auparavant, et il s'accompagne d'avantages, comme une assurance maladie et un plan d'épargne retraite, 401K. Avant de prendre cette décision, j'ai eu une longue discussion avec ma thérapeute. Nous avons parlé de la façon dont ce déménagement allait influencer mon processus de guérison, et ma relation avec ma famille. Finalement, nous sommes tombés d'accord, ce pourrait être une excellente chose pour moi. C'est l'occasion de voler complètement de mes propres ailes, et de me forger une identité en dehors de ce drame familial. J'ai informé mes parents de ma mutation la semaine dernière. Ils étaient stupéfaits et déçus, mais ils m'ont tout de même fait part de leur compréhension. Ma mère a un peu pleuré, en déclarant qu'elle espérait que nous aurions eu plus de temps pour restaurer notre relation, avant mon départ. Mon père s'est montré plus stoïque, mais je voyais bien qu'il était déçu, lui aussi. Tous deux s'inquiétaient de me savoir seul, dans un endroit inconnu, mais je leur ai assuré que je m'en sortirais. C'est Gemma qui a eu le plus de mal à l'accepter. Après que je lui ai annoncé la nouvelle, elle s'est pointée à l'improviste à mon appartement, me suppliant de ne pas partir. Elle a avoué avoir l'impression de me perdre à nouveau. Ce fut une conversation difficile, mais j'ai tenu bon. Je l'ai informé que c'était une chose que je devais faire pour moi-même, et que notre relation n'en était pas à un stade, où son opinion pouvait influencer ma décision. Notre relation s'améliore, mais elle est loin d'être parfaite. Nous avons partagé plusieurs dîners de famille ces derniers mois. Parfois, c'était inconfortable et gênant, mais nous apprenons doucement à nous côtoyer à nouveau. La confiance reste un problème majeur. Je remets parfois leur motivation en question, me demandant s'ils pensent vraiment ce qu'ils disent, ou s'ils essaient simplement de soulager leur propre culpabilité. Ma thérapeute a joué un rôle crucial dans tout cela. Elle m'a aidé à analyser mes émotions, et à fixer mes limites. Elle a insisté sur le fait que le pardon n'implique pas d'oublier, ni de faire comme si le traumatisme n'avait jamais existé. Il s'agit plutôt de lâcher prise sur ma colère, afin de trouver la paix de l'esprit. J'ai pris cela très à cœur. Bien que je ne pense pas un jour oublier ce qui s'est passé, j'essaie de pardonner à ma famille. Non pas pour eux, mais pour moi-même. C'était lourd de traîner toute cette colère et cette rancœur, et je suis prêt à m'en défaire. En préparant ce déménagement, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Il y a 3 ans, je pensais que ma vie était finie. J'avais tout perdu, y compris toutes les personnes qui m'étaient chères. Mais aujourd'hui, je vois à quel point j'ai appris de cette expérience. Je suis plus fort, plus indépendant, et j'ai une bien meilleure conscience de ma propre valeur que je ne l'ai jamais eue. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, à ma famille et à moi. Nous prévoyons de rester en contact une fois que j'aurai déménagé, avec des appels téléphoniques hebdomadaires, et des visites pendant les fêtes. C'est un début. Peut-être qu'avec le temps et la distance, nous serons capables de créer quelque chose de nouveau. Pour l'instant, toute mon attention est tournée vers l'avenir. Je suis enthousiasmé par mon nouveau travail, par cette nouvelle ville, et par les opportunités qui m'y attendent. J'ai commencé à chercher des appartements en ligne, et à me renseigner sur la région où je vais vivre. C'est un mélange d'excitation et d'appréhension, mais j'ai surtout hâte d'entamer ce prochain chapitre de ma vie. Quoi qu'il arrive avec ma famille, je suis convaincu que je m'en sortirai. Je me suis prouvé que je pouvais faire face à toutes les épreuves de la vie, et j'ai appris l'importance de m'entourer de personnes qui croient en moi et me soutiennent, qu'elles soient de la même famille ou non.